Il y a un moment étrange que vous avez probablement déjà vécu, un moment où vous vous réveillez le matin et la première chose que vous ressentez n'est pas de la fatigue ni même de la tristesse, mais quelque chose de beaucoup plus troublant, une absence totale de désir, comme si tout ce qui constituait autrefois votre motivation s'était évaporé pendant la nuit, et vous restez là, couché dans votre lit, non pas parce que vous êtes épuisé physiquement, mais parce que l'idée même de vous lever, de vous habiller, de faire face à une autre journée remplie des mêmes conversations, des mêmes rituels, des mêmes promesses creuses, vous semble soudain insupportablement vide. Et ce n'est pas que vous haïssez votre vie, ou que quelque chose de terrible vous soit arrivé, c'est juste que tout semble avoir perdu sa texture, sa saveur, son sens, comme si vous étiez devenu un spectateur détaché de votre propre existence, regardant les heures passées sans vraiment y participer. Et le plus dérangeant dans tout cela, ce n'est pas l'absence elle-même, mais le silence absolu qui l'accompagne. Ce silence où même vos propres pensées semblent lointaines et floues, comme si vous étiez sous l'eau, observant le monde à travers une vitre épaisse et déformante. Ce qui rend cette expérience encore plus déstabilisante, c'est que vous commencez immédiatement à vous interroger sur ce qui ne va pas chez vous. Vous vous demandez si c'est le début d'une dépression, si vous êtes en train de devenir quelqu'un de froid, quelqu'un qui a perdu sa capacité à ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de la connexion avec les autres, et cette pensée vous terrifie parce que vous ne voulez pas être cette personne. Vous ne voulez pas devenir indifférent, cynique, émotionnellement mort. Vous vous souvenez des moments où vous étiez capable de rire spontanément, de vous enthousiasmer pour des projets, de ressentir de l'excitation à l'idée de voir certaines personnes ou de faire certaines choses. Et maintenant, tout cela semble appartenir à quelqu'un d'autre, à une version de vous-même que vous ne reconnaissez plus. Et vous commencez à vous demander si ce n'est pas vous le problème, si vous n'êtes pas devenu arrogant sans vous en rendre compte, si ce sentiment de distance et de désintérêt n'est pas une forme de supériorité déguisée, une façon subtile de vous élever au-dessus des autres en trouvant tout superficiel, et cette accusation interne devient une torture, supplémentaire parce que vous ne voulez pas être ce genre de personne non plus. Vous ne voulez pas être celui qui regarde tout le monde de haut, qui juge les plaisirs simples des autres comme insignifiants, mais en même temps, vous ne pouvez pas nier que quelque chose a fondamentalement changé dans votre façon de percevoir le monde, que les choses qui vous semblaient importantes il y a encore quelques mois ou quelques années vous paraissent maintenant étrangement creuses et artificielles, et vous ne savez pas si c'est un signe de maturité ou de maladie, d'évolution ou de régression, de lucidité ou de désillusion pathologique. Ce que personne ne vous dit, et ce que vous ne pouvez pas vraiment comprendre tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est que ce que vous traversez n'est pas un effondrement, mais un passage, pas une fin, mais une transition nécessaire entre deux modes radicalement différents de relation au monde. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi consciemment, ni quelque chose que vous pouvez contrôler ou accélérer, c'est un processus qui se déclenche tout seul, lorsque votre conscience atteint un certain seuil de lucidité, un certain niveau de capacité à voir à travers les structures qui organisent l'existence humaine ordinaire. Et Richard Feynman, bien qu'il parlât surtout de physique et de science, comprenait parfaitement ce phénomène dans sa vie personnelle, cette façon dont l'esprit humain peut soudainement cesser de trouver du sens dans les rituels sociaux, dans les conventions, dans les attentes implicites qui gouvernent nos interactions quotidiennes. Et ce n'est pas parce que ces choses sont intrinsèquement mauvaises ou inutiles, mais parce que votre cerveau a simplement commencé à les voir pour ce qu'elles sont réellement. Des constructions, des accords collectifs, des fictions, consensuelles qui fonctionnent tant qu'on y croit mais qui s'effondrent dès qu'on les examine de trop près. Et une fois que vous avez vu cela, une fois que vous avez aperçu le mécanisme derrière le rideau, il devient presque impossible de retourner à l'innocence précédente, à cette participation naïve et spontanée qui caractérisait votre rapport au monde avant cette prise de conscience. Imaginez que toute votre vie vous avez vécu dans une pièce de théâtre magnifiquement mise en scène, où chaque personnage connaissait son rôle, où les dialogues s'enchaînaient naturellement, où les émotions surgissaient au moment approprié, où tout avait un sens clair et défini. Et puis un jour, sans avertissement, vous apercevez une fissure dans le décor, un détail qui ne colle pas, quelque chose qui révèle que tout cela est construit, artificiel, maintenu en place par un consensus fragile et des habitudes répétées.
Et une fois que vous avez vu cette fissure, vous commencez à en voir d'autres, partout, dans chaque conversation, dans chaque interaction sociale, dans chaque norme tacite qui régit ce qui est acceptable de dire ou de ne pas dire, de ressentir ou de ne pas ressentir. Et ce n'est pas que les gens autour de vous sont faux ou malhonnêtes, c'est juste qu'ils sont encore immergés dans la pièce, encore capables de croire pleinement à leur rôle, encore investis émotionnellement dans le scénario collectif, tandis que vous êtes devenu involontairement conscient du fait que c'est une pièce, et cette conscience crée une distance insurmontable, un écart que vous ne pouvez pas combler simplement en faisant semblant de ne rien avoir vu. Et c'est exactement cette distance que vous ressentez lorsque vous êtes allongé dans votre lit le matin, incapable de trouver la motivation de participer à une représentation dont vous percevez désormais chaque aspect comme performatif et conditionné, et ce qui vous terrifie le plus, c'est que vous ne savez pas comment vivre en dehors. Cœur de cette pièce, vous ne savez pas comment fonctionner dans le monde réel tout en étant conscient de sa nature fondamentalement construite et contingente. Ce vide que vous ressentez, cette absence de désir, ce détachement émotionnel qui vous effraie tant, ce n'est pas un symptôme de dépression au sens clinique du terme, même si les sensations peuvent se ressembler superficiellement. C'est plutôt un intervalle nécessaire, un espace de décompression psychologique qui survient lorsque vous avez lâché prise sur un ancien mode de fonctionnement, mais que vous n'avez pas encore trouvé le nouveau. Et pendant cet intervalle, vous êtes littéralement entre deux mondes, ni complètement capable de retourner à l'innocence précédente, ni encore établi dans une nouvelle forme de relation au réel. Et cet entre-deux est profondément inconfortable parce que les êtres humains sont des créatures qui ont besoin de sens, de structure, de prévisibilité, et là vous êtes suspendu dans un état où les anciennes sources de sens ne fonctionnent plus, mais où les nouvelles ne sont pas encore apparues, et c'est normal que cela génère de l'anxiété, de la confusion, un sentiment de perte et même de deuil, parce que vous êtes effectivement en train de faire le deuil d'une certaine version de vous-même, d'une certaine façon de vivre et de ressentir qui ne reviendra jamais. 15 exactement sous la même forme, et il est important de comprendre que ce processus ne peut pas être court-circuité, qu'il ne sert à rien d'essayer de forcer un retour à l'enthousiasme artificiel ou de se flageller moralement pour ne pas ressentir ce que vous pensez devoir ressentir, parce que cet intervalle a sa propre logique, sa propre durée, son propre rythme qui ne correspond pas nécessairement aux attentes sociales de productivité émotionnelle constante. Le silence et la solitude qui accompagnent souvent cette phase ne sont pas non plus des signes d'échec relationnel ou de froideur pathologique, même si c'est ainsi qu'ils peuvent être perçus par les autres et même par vous-même. C'est plutôt que votre système nerveux et votre conscience ont besoin de se retirer temporairement du bruit constant de la socialisation pour pouvoir se recalibrer, pour pouvoir intégrer cette nouvelle façon de voir les choses sans être constamment tiré en arrière par les demandes et les attentes des autres. Et il est remarquable à quel point notre culture est mal équipée pour comprendre et honorer ce besoin de retrait, combien elle interprète systématiquement le silence comme de la dépression et la solitude comme de l'isolement pathologique, alors qu'en réalité, ces états peuvent être profondément réparateurs et nécessaires, des moments où l'esprit se défragmente, où les anciennes connexions neuronales se défont pour permettre à de nouvelles de se former, où ce qui semblait solide et permanent se révèle fluide et transformable. Et pendant ce temps, vous n'avez peut-être tout simplement pas l'énergie ou le désir de maintenir les performances sociales habituelles, les conversations légères, les sourires automatiques, les engagements superficiels qui constituaient autrefois la texture normale de votre vie quotidienne. Et ce n'est pas parce que vous méprisez ces choses ou les personnes qui y participent, c'est juste que votre organisme entier vous dit que vous avez besoin de quelque chose de différent en ce moment, quelque chose de plus silencieux, de plus profond, de plus authentique, même si vous ne savez pas encore exactement ce que cela signifie. Mais il y a un piège énorme dans tout cela, un piège dont il faut absolument être conscient pour ne pas transformer cette phase de lucidité en quelque chose de toxique et d'autodestructeur. Et ce piège, c'est l'ego spirituel, cette tendance subtile et pernicieuse à interpréter votre nouvelle conscience comme une preuve de supériorité, à vous voir comme quelqu'un qui a compris quelque chose que les autres n'ont pas encore saisi,
à développer une forme insidieuse de mépris pour ceux qui sont encore immergés dans la pièce de théâtre, pendant que vous avez vu la vérité, et cette tentation est extrêmement forte parce qu'elle offre une compensation narcissique temporaire à l'inconfort et à l'isolement que vous ressentez. Elle transforme votre souffrance en badge d'honneur, votre confusion et un signe d'élection, votre vide en preuve de profondeur. Et c'est un mensonge dangereux parce qu'il vous enferme dans une posture de jugement et de séparation qui est exactement le contraire de ce que cette transition pourrait vous apporter. Et Feynman lui-même, malgré son intelligence extraordinaire et sa capacité à voir à travers les illusions conventionnelles, restait profondément humble et curie. Peu profondément conscient des limites de sa propre compréhension, profondément méfiant envers toute forme de certitude absolue ou de vérité définitive, et c'est cette humilité qui fait toute la différence entre une lucidité qui ouvre et une lucidité qui ferme, entre une conscience qui libère et une conscience qui emprisonne dans un nouveau type de rigidité mentale, et il est crucial de ce rappel, car constamment que voir à travers certaines illusions ne vous rend pas meilleur qu'autrui, cela vous rend simplement différent, cela change votre position mais ne change pas votre valeur intrinsèque, et les personnes qui continuent à trouver du sens et de la joie dans des choses que vous trouvez maintenant vides, ne sont pas aveugles ou inconscientes, elles sont juste à un endroit différent dans leur propre voyage, et leur expérience est tout aussi valide que la vôtre, tout aussi réelle, tout aussi digne de respect. Ce qui finit par émerger de cet intervalle, si vous le traversez avec patience et sans vous identifier à l'histoire d'être quelqu'un de spécial ou de supérieur, c'est une forme de relation au monde qui est à la fois plus légère et plus profonde, plus détachée et plus présente, moins dépendante des stimulations externes et des validations sociales, mais paradoxalement plus capable de connexion authentique lorsque celle-ci se présente. Et la joie qui revient quand elle revient n'a plus la même texture que celle d'avant. Elle n'est plus cette excitation pétillante et anxieuse qui dépendait de la nouveauté, de la distraction, de l'accumulation d'expériences et de possessions. C'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, de beaucoup plus stable, une forme de contentement qui n'a pas besoin d'être alimentée constamment par des événements extérieurs parce qu'elle vient d'un endroit différent, d'une acceptation fondamentale de ce qui est plutôt que d'une poursuite incessante de ce qui pourrait être, et le plaisir aussi change de qualité, il devient moins compulsif, moins addictif, moins chargé de cette anxiété sous-jacente qui caractérisait les plaisirs d'avant, cette peur secrète que, et si vous ne profitez pas de ce moment, il disparaîtra, et vous aurez manqué quelque chose d'essentiel, et à la place, il y a une capacité à savourer ce qui se présente sans s'y accrocher désespérément, sans essayer de le prolonger artificiellement, sans le charger de toutes ces attentes et projections qui transformaient même les expériences agréables en source de tension et d'insatisfaction. La vérité que personne ne veut vraiment entendre parce qu'elle ne se vend pas bien et qu'elle ne produit pas de clics ni de partages viraux, c'est que cette transformation n'est pas spectaculaire, qu'elle ne vous rendra pas soudainement heureux au sens conventionnel du terme, qu'elle ne résoudra pas magiquement tous vos problèmes, ni ne vous donnera un nouveau sens de mission ou de but dans la vie. C'est juste que les choses deviennent progressivement plus simples, plus claires, moins chargées émotionnellement, et vous découvrez que vous pouvez vivre avec beaucoup moins de drames internes qu'avant, avec beaucoup moins de conflits entre ce que vous pensez devoir ressentir et ce que vous ressentez réellement, avec beaucoup moins de peur que votre vie ne corresponde pas à un certain scénario idéal que vous ou la société avez créé. Et dans cette simplicité, il y a une forme de paix qui n'a rien à voir avec l'euphorie ou l'accomplissement, mais qui est néanmoins réelle et précieuse. Une paix qui vient de ne plus être en guerre constante avec la réalité, de ne plus essayer frénétiquement de transformer chaque moment en quelque chose d'autre, de ne plus courir après une version de vous-même, qui serait enfin assez bonne, assez heureuse, assez réussie, assez complète, et vous réalisez que cette course elle-même était l'obstacle principal, que le problème n'était pas que vous n'aviez pas atteint le but, mais que le but était une construction mentale qui générait un état permanent d'insatisfaction et d'anxiété, et qu'il est possible, même si cela semble presque impossible au début, de simplement cesser de courir, de rester immobile, d'observer ce qui est réellement présent dans votre expérience directe, plutôt que dans vos pensées sur ce qui devrait être présent. Et donc si vous êtes actuellement dans cet état, où vous voulez juste rester au lit, où rien ne semble avoir de sens, où vous vous sentez détaché et vide,
Sachez que ce n'est pas nécessairement un signe que quelque chose ne va pas chez vous. Ce peut être simplement le signe que quelque chose en vous est en train de changer à un niveau très profond, que votre conscience est en train de se réorganiser, de passer d'un mode de fonctionnement à un autre, et que cet intervalle, aussi inconfortable et déstabilisant soit-il, a sa propre intelligence, sa propre nécessité, sa propre temporalité, et la seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est de lui permettre d'exister sans le combattre, sans essayer de le réparer ou de l'accélérer, sans vous flageller pour ne pas être différent de ce que vous êtes en ce moment, parce que toute cette résistance, tout ce combat interne, toute cette auto-accusation ne fait que prolonger l'inconfort et empêcher le processus naturel de se dérouler à son propre rythme. Et il y a une grande différence entre accepter passivement un état dépressif qui nécessite une aide professionnelle et reconnaître lucidement qu'on traverse une phase de transition existentie, elle qui demande de la patience, du silence et de l'espace pour respirer. Et si vous n'êtes pas sûr de quelle catégorie vous relevez, c'est tout à fait légitime de consulter quelqu'un qui peut vous aider à faire cette distinction. Mais dans tous les cas, ce qui reste vrai, c'est que la gentillesse envers vous-même, la capacité à vous permettre d'être exactement où vous êtes sans jugement ni urgence, de changer immédiatement, c'est probablement la chose la plus utile que vous puissiez offrir à ce processus. Et ironiquement, c'est aussi la chose la plus difficile à faire dans une culture qui valorise l'optimisation constante, l'amélioration continue, la productivité émotionnelle, la positivité forcée, et qui interprète tout ralentissement, toute pause, tout retrait comme un échec ou une faible, alors qu'en réalité, ces moments peuvent être parmi les plus importants et les plus transformateurs de toute une vie. Ce que Feynman comprenait, et ce qui transparaît dans tous ses écrits et dans toutes les anecdotes sur sa vie, c'est que la vraie intelligence n'est pas de savoir plus de choses ou d'être plus rapide à comprendre les concepts, c'est d'avoir le courage de regarder directement ce qui est réel même quand c'est inconfortable, même quand cela contredit ce que tout le monde croit, même quand cela vous isole socialement ou vous rend étrange aux yeux des autres. Et cette forme d'honnêteté intellectuelle et émotionnelle a un prix. Le prix, c'est que vous ne pouvez plus vivre dans le confort des certitudes collectives. Vous ne pouvez plus simplement adopter les opinions et les valeurs de votre environnement sans les examiner. Vous ne pouvez plus participer naïvement aux rituels sociaux sans être conscient de leur nature construite. Et ce prix peut sembler trop élevé certains jours, certains matins, où vous voudriez juste pouvoir vous réveiller avec l'enthousiasme simple d'un enfant qui part à l'école ou d'un adulte qui croit pleinement au sens de son travail, de ses relations, de ses projets. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez vu. Vous ne pouvez pas redevenir innocent une fois que la lucidité s'est installée. Et donc, la seule direction possible est vers l'avant, vers une façon de vivre qui intègre cette lucidité sans en faire une prison, qui reconnaît la nature construite de la réalité sociale, sans pour autant se retirer complètement dans le cynisme ou le nihilisme, qui trouve une façon de participer au monde, tout en restant conscient de sa propre participation, et c'est un équilibre extrêmement délicat, presque impossible à maintenir constamment, et il est normal de basculer parfois d'un côté ou de l'autre, de retomber dans la naïveté ou de s'enfoncer dans le détachement, mais avec le temps vous développez une sorte de navigation intuitive, une capacité à ajuster votre niveau d'engagement et de distance selon les circonstances, selon votre énergie, selon ce qui est demandé par la situation, et cette flexibilité elle-même devient une forme de sagesse, une sagesse qui n'a rien de grandiose ni de définitif, mais qui vous permet simplement de vivre avec un peu moins de friction, un peu moins de combat, un peu moins de cette épuisante dissonance entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être.